Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut maintenant chiffrer à clé publique. Dans la première partie du cours, on a vu comment on pouvait chiffrer un message à condition qu'on se partage une clé secrète commune. Dans la partie suivante, on a vu comment on pouvait s'échanger une clé, mais on ne pouvait pas chiffrer de message. Dans cette partie-là, on va voir comment on peut chiffrer un message de manière publique. C'est-à-dire qu'une personne va pouvoir chiffrer un message à tout le monde, à condition qu'il ait la valeur publique de chacun des destinataires à qui il souhaite envoyer un message. Alors pour ça, on va devoir dans un premier temps avoir un petit bagage mathématique. On va commencer par faire de l'arithmétique pour le schéma de chiffrement qu'on va utiliser nous, qui s'appelle RSA, qui vient de Rivest, Shamir et Adelman. C'est les trois personnes qui ont inventé le premier schéma de chiffrement à clé publique, efficace et qui reste aujourd'hui encore un standard. Alors on se place dans l'ensemble des entiers n, donc c'est un nombre, sachant qu'il est le produit de deux nombres premiers, donc on prend deux nombres premiers p et q, et on calcule le produit n égale p fois q. D'accord ? Le principe du chiffrement RSA, à clé publique, repose sur la difficulté, à partir de n, de retrouver p et q. Donc ça c'est un problème difficile, de retrouver un des facteurs premiers à partir d'un nombre qui est le produit de deux nombres premiers. Donc c'est vrai que pour 15, c'est facile de retrouver que c'est 3 fois 5. Pour 21, c'est 3 fois 7, c'est facile aussi. Mais quand on va prendre des n grands, eh bien la complexité de déterminer un des deux facteurs premiers est grande. D'accord ? La complexité du meilleur algorithme permettant de faire ça est de l'ordre de 2 puissance 80 opérations. Donc non réalisable par un ordinateur, même par tous les ordinateurs de la Terre. Donc c'est ça qu'on va utiliser comme principe de base de la sécurité du chiffrement RSA. Donc dans cette partie, on va mettre en place les outils mathématiques nécessaires pour le calcul des clés publiques et privées. Parce que pour pouvoir chiffrer avec la clé publique de quelqu'un, il faut que ce quelqu'un se soit construit lui-même une clé privée qu'il ne partage avec personne d'autre qu'avec lui-même. C'est le contraire d'une clé secrète qui est partagée avec le destinataire du message. La clé privée, elle est en possession uniquement de la personne qui peut déchiffrer le message. Donc elle est privée. Une seule personne la possède. Donc on a besoin d'un petit théorème mathématique qui s'appelle le petit théorème de Fermat. Donc je ne rentrerai pas dans les détails mathématiques, c'est pas vraiment la peine de bien comprendre chaque subtilité de ce théorème. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va nous permettre de pouvoir réaliser cette fonction de chiffrement et qui permettra aussi le déchiffrement par la suite. Donc si je prends un nombre premier p et un entier a, quand je vais calculer a puissance p, eh bien je vais retomber sur a modulo p. Donc ça s'appelle le petit théorème de Fermat, il faut le connaître. A puissance p égale a modulo p, si p est un nombre premier et a un entier. Du coup, si p ne divise pas a, alors a puissance p moins 1 égale 1. D'accord ? Je peux enlever un a de chaque côté, divisé par a, et j'ai a puissance p moins 1 qui est égal à 1. Et ce égal à 1 va nous servir par la suite. Nous allons voir une version améliorée de ce théorème dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le petit théorème de Fermat amélioré pour un nombre n qui est le produit de deux nombres premiers. Donc je me place dans le cas où j'ai p et q de nombres premiers distincts, et je calcule n égale p fois q. Pour tout élément a dans z, tel que a et n sont premiers entre eux, alors a puissance p moins 1 q moins 1 égale 1 modulo n. D'accord ? Donc je prends p et q qui sont les deux nombres tels que leur produit est égal à n. Si je fais a puissance p moins 1 q moins 1, eh bien je retombe sur 1 modulo n. On notera par la suite ce produit p moins 1 q moins 1 phi de n, ça s'appelle l'indicatrice de l'air. Okay, ce théorème-là, il va nous servir aussi par la suite, parce qu'il va nous permettre de comprendre pourquoi le déchiffrement fonctionne. On a besoin que le PGCD de A et N soit 1, donc la condition qu'on se pose ici, donc ça c'est nécessaire d'avoir ça, sinon on n'aurait pas cette égalité à 1. Et dire que A et N égale 1 équivaut ici à ce que A ne soit pas divisible ni par P ni par Q. D'accord ? Puisque N c'est P fois Q, si A et N sont premiers entre eux, c'est que A n'est pas un multiple de P, ni un multiple de Q. Par exemple, si je prends P et Q 5 et 7, N, c'est le produit des deux, c'est 35, phi de N, c'est P moins 1, Q moins 1, donc 4 fois 6, ça fait 24. Si je prends tous les nombres, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, etc., donc pas 14, pas 15, mais 16, on a bien A puissance 24 égale 1 modulo 35. Donc c'est vrai pour beaucoup de nombres A, à condition que A ne soit pas divisible par P et Q. Quand on prend des P et Q très très grands, on verra que ce sera vrai pour
quasiment tous les A. Ensuite, on a besoin d'un calcul supplémentaire pour pouvoir réaliser ce chiffrement. On a besoin de l'inverse modulo n. Donc l'inverse modulo n, si je donne un entier a dans z, on dit que x est inverse de a modulo n si le produit ax égale 1 modulo n. C'est ça être son inverse. C'est tel que le produit a fois x égale 1 modulo n. Donc si je vous donne a, vous devez être capable de trouver x qui est l'inverse de a modulo n, c'est-à-dire que le produit ax égale 1 modulo n. Alors pour trouver un inverse, eh bien, il y a des méthodes. Il y a la division euclidienne, que vous avez déjà vu depuis l'école primaire, le collège, qui nous permet d'avoir la valeur de cet inverse. On fera des exercices là-dessus pour que vous compreniez bien. Trouver un inverse de a modulo n est donc un cas particulier de l'équation ax égale b modulo n avec b qui vaut 1. A admettra un inverse modulo n si et seulement si a et n sont premiers entre eux. Donc ça on en aura besoin par la suite, il faut que a et n soient tous les deux premiers entre eux. Donc c'était déjà le cas ici, on a dit que le PGC de a n doit être égal à 1. Bezout nous rappelle que si on a deux nombres a et n ici, on peut trouver u et v, donc si a et n sont premiers entre eux, on peut trouver u et v tel que au plus nv égale 1. Alors à ce moment-là, l'inverse de u, l'inverse de a, ce sera u, puisque si je prends le résultat modulo n, c'est-à-dire que j'enlève tous les multiples de n, eh bien au égale 1 modulo n, donc u est un inverse de a modulo n. En d'autres termes, trouver un inverse de a modulo n revient à calculer les coefficients de Bézout associés à la paire d'entiers a et n qui sont premiers entre eux. Donc là aussi, on fera des exercices là-dessus dans le poly de TD. Les prémices. Donc Diffie-Hellman, il a dit « Moi, je suis capable d'échanger des clés sans avoir à communiquer d'informations secrètes. » C'est-à-dire qu'on peut connaître, tout le monde connaît les valeurs publiques, et on pourra réussir à la fin du protocole à s'échanger des clés. Ici, on a une autre conséquence. On aura une clé publique, que tout le monde pourra accéder, et une clé privée, qui sera gardée privée, donc secrète uniquement pour un utilisateur. On ne partagera pas notre clé avec quelqu'un. Donc on fonctionnera en deux temps. Alice utilisera la clé publique de Bob pour chiffrer un message. C'est-à-dire que Bob il va dévoiler une information qui va servir à Alice pour chiffrer le message. Et Bob, il utilisera sa clé privée pour déchiffrer le message d'Alice. Donc ce sera le seul en possession de cette clé-là, et ce sera le seul capable de retrouver le message originel à partir du message reçu. On dit que c'est un protocole dissymétrique ou asymétrique, c'est-à-dire que tout le monde peut envoyer des messages à Bob, mais il n'y a que Bob qui pourra les déchiffrer. Alors il y a pas mal d'avantages par rapport à la cryptographie à clé secrète qu'on avait vu avant, mais il y a quelques inconvénients aussi. Donc la clé secrète, on pourrait voir ça comme un coffre-fort. Alice et Bob, ils ont tous les deux la clé du coffre. Alice, elle l'utilise pour déposer un message dans le coffre. Bob, il l'utilise pour récupérer le message. Les propriétés, c'est seuls Alice et Bob peuvent déposer du courrier dans le coffre, et seuls Alice et Bob peuvent récupérer du courrier dans le coffre. Là maintenant, la cryptographie à clé publique, on va voir plutôt ça comme une boîte aux lettres. Ce ne sera plus un coffre-fort, mais ce sera une boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'il n'y a que Bob qui pourra ouvrir la boîte aux lettres et récupérer son courrier. Alice, elle va chercher l'adresse de Bob dans un annuaire, et elle déposera le courrier dans la boîte de Bob, et Bob, il utilisera sa clé privée, qui est secrète mais il est la seule à la connaître, pour ouvrir sa boîte. Donc du coup, tout le monde peut poster dans la boîte aux lettres de Bob, mais il n'y a que Bob qui peut ouvrir la boîte aux lettres. Voilà. Donc ça c'est un des grands avantages, c'est que tout le monde va pouvoir communiquer avec n'importe qui, à condition que ce n'importe qui ait envie qu'on communique avec lui, et qu'il ait une boîte aux lettres, qu'il ait ce qu'on appelle la clé publique, qui soit partagée pour que tout le monde puisse l'utiliser. Revenons un peu à une propriété mathématique de ces choses-là. Alors on a vu déjà les fonctions à sens unique, qui étaient faciles à calculer dans un sens, et dures à inverser. Rappelez, pour Diffie-Hellman, on avait g puissance x égale ya. Eh bien il était dur à partir de ya de retrouver le x, même si on connaissait g. Et bien là, on veut la même chose, mais avec une trappe, c'est-à-dire un moyen qui va rendre simple l'inverse. Donc il doit être facile de calculer f de x à partir de x, mais étant donné f de x, il est difficile de retrouver x, sauf si on connaît un truc. Si on connaît une trappe, donc une trappe, c'est une information additionnelle, une information supplémentaire, qui permette d'inverser le problème qui est difficile sans cette information-là.
Dans le cas de RSA, on a vu que à partir de n égale le produit P fois Q, il était dur de retrouver P et Q. Mais si on connaît P et Q, eh bien là, on va pouvoir faire des choses. C'est ça l'idée générale du cryptosystème de RSA. Donc on va voir comment ça marche. C'est ce qu'ils ont proposé en 1976. Je prends deux nombres P et Q premiers, et je calcule le produit des deux. Je prends un entier E, inférieur à n, qui soit premier avec P-1, Q-1. Donc ça, il faut que je calcule P-1, c'est facile, on connaît P. Il faut que je calcule Q-1, c'est facile, on connaît Q, et je fasse le produit. Donc ça, c'est hyper simple à faire. La fonction à sens unique, eh bien, c'est l'exponentiation modulaire. On prend x, on l'élève à la puissance e, modulo n. Contrairement à tout à l'heure, ou précédemment, quand on avait Diffie-Hellman, on avait un p quelconque. Ici, on a un n qui est le produit de deux nombres premiers. Donc là, ça va déjà changer un petit peu les choses. Donc, on prend x, on l'élève à la puissance e modulo n. Ça, c'est la fonction puissance. C'est une fonction à sens unique, mais ici, il y a une trappe, parce que notre n, ici, il est particulier. Le calcul de Fn est linéaire en la taille de n, donc c'est-à-dire qu'il est simple de calculer l'exponentiation modulaire. On l'a vu, on fait le square and multiply, c'est très efficace. Mais dans l'autre sens, on ne peut pas le faire, sauf si on connaît la trappe. Et la trappe, c'est la factorisation de n. C'est les nombres p et q, tels que n égale p fois q. On avance un peu. L'inversion de la puissance. Alors pour inverser cette fonction puissance, on a dit que c'était une fonction à sens unique avec trappe, mais le but ça va être de l'inverser, ça va être de retrouver l'antécédent, donc le x à partir du x puissance e. Et bien inverser la fonction de puissance, ce serait trouver des racines modulo pq, parce que là j'ai x puissance e modulo n, n c'est p fois q, donc je vais trouver la racine e-ième de ton nombre x puissance e. Et bien ça, c'est difficile, sauf si tu connais la factorisation de n. Donc je me pose dans le cas où n égale pq, le produit de deux nombres premiers. Je prends un e qui doit être premier avec p-1, q-1, donc à peu près n'importe quel nombre entre 1 et n-1, et soit y appartenant à 1, n-1. Trouver x entre 1 et n-1 tel que xe égale n modulo n, c'est ça l'inversion du problème. C'est retrouver l'antécédent à partir du y, retrouver le x. Ben, si on connaît p et q, c'est facile. En un temps même polynomial à la tête de n. C'est-à-dire que c'est vraiment très peu coûteux en termes de calcul. On va expliquer ici pourquoi. Bien, si j'ai E et P-1 Q-1 qui sont premiers entre eux, on va rechercher un couple de Bézout. Alors un couple de Bézout, ça va être deux valeurs, A et B, telles que AE plus B P-1 Q-1 égale 1. D'accord? C'est expliqué ici. Donc le couple de Bézout, on le retrouve en faisant des divisions euclidiennes successives. C'est quelque chose que vous avez déjà vu en troisième. Pour retrouver deux valeurs A et B telles que le PGCD de U et V égale 1 et AU plus BV égale 1, et bien ça, on sait le déterminer. On le fera en exercice si vous ne savez pas faire, il y a plusieurs façons de faire. Si on prend D égale A modulo P-1 Q-1, bien ED égale 1 modulo P-1 Q-1. Alors, ici j'ai AE plus B P-1 Q-1 égale 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends modulo P-1 Q-1, ben là j'ai plus ce terme-là, j'ai AE égale 1. Donc ça veut dire que E est l'inverse de A modulo P-1 Q-1. Donc je vais appeler D, parce que A modulo P-1 Q-1, et là j'aurai ED égale 1 modulo P-1 Q-1. Donc D, ce sera bien l'inverse de E modulo P-1 Q-1, puisque le produit ED est égal à 1 modulo P-1 Q-1. D'accord? Donc j'ai trouvé, en connaissant E, P-1 Q-1, un nombre D tel que ED soit égal à 1 modulo P-1 Q-1. Nous, on a calculé x puissance e, modulo n. Et nous, on veut retomber sur le x. Eh bien, il suffit d'élever y à la puissance d. J'aurai xe d. ed, on a dit que ed est égal à 1 modulo p-1 q-1. Donc, c'est-à-dire que ed, c'est 1 plus un multiple de p-1 q-1. Et on a vu, le petit théorème de Fermat qui était juste avant, que je vais vous remontrer ici, on a vu que a puissance p-1 q-1, ça valait 1. D'accord. Donc ici, on aura x puissance 1 fois x puissance k fois p-1 q-1. Et x puissance k fois p-1 q-1, ça fait 1. Donc on aura x fois 1. Donc on retombera bien sur le x qu'on voulait. Ça veut dire qu'à partir du y, on a réussi à inverser
c'est-à-dire à retrouver le x de départ, juste en élevant y à la puissance d. Où ce d-là, pour le déterminer, j'ai dû calculer l'inverse de e modulo p-1 q-1. Et pour pouvoir calculer l'inverse de e modulo p-1 q-1, il faut que je connaisse p et q. Si je ne connais pas p et q, je ne peux pas calculer p-1 q-1. Et à ce moment-là, je ne peux pas retrouver l'inverse de e modulo p-1 q-1. Exemple de calcul de racine modulo n. Donc si je vous donnais deux nombres premiers p et q, par exemple 127 et 179, que je calcule le produit des deux, donc 127 fois 179, ça fait 22 733, et que je vous donne e égale 17. Donc 17, ça doit être premier avec p-1 q-1. Donc 17, c'est premier avec 126 fois 178. Trouvez x tel que x puissance 17 modulo 22 733 soit égal à 18 763, c'est-à-dire retrouver l'antécédent. Quel est le nombre qui, élevé à la puissance 17 modulo 22 733, m'a donné 18 733? Ça, c'est galère. Si on ne sait pas faire, on va tester tous les x et au bout d'un moment, on va essayer de tomber sur le bon, mais il y a beaucoup de x possibles. Il y en a 22 732, donc je ne vais pas tous les tester. C'est trop lourd. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher d tel que 17 fois d égale 1 modulo p-1 q-1. Donc là, je connais p et q, donc je fais p-1 fois q-1, donc 126 fois 178, ça me donne 22 428. Et je vais chercher les coefficients de Bézout de 17 et de 22 428. Entre 22 428 et 17, ces deux nombres-là sont promis entre eux. Je vais chercher les coefficients de Bézout, donc ces deux-là, ces deux termes ici, tels que a fois u plus b fois v égale 1. Et notre a et notre b, ensuite on réduira modulo p-1 q-1. Donc je cherche ça à l'aide de l'algorithme d'Euclide étendu. Je cherche les coefficients de Bézout. Donc là, pareil, si vous ne savez pas faire, on verra un exercice comment on fait. On peut le faire assez efficacement. Je trouve moins 10 et 13 193. Donc j'ai trouvé deux nombres tels que moins 10 fois 22 428 plus 13 193 fois 17 égale 1. Donc là, je suis content. Je vais faire modulo p-1 q-1. Donc on enlève ces chiffres-là. D'accord, je les efface. Ce n'est pas des flèches que je veux obtenir. C'est je veux barrer. Voilà, je barre ce terme-là, puisque j'ai réduit modulo p-1 q-1. Donc il me reste ceci. Il me reste 13 193 fois 17 égale 1 modulo p-1 q-1. Donc ça veut dire que l'inverse de 17 modulo p-1 q-1, c'est 13 193. Donc c'est ce qu'on va appeler notre d. Donc j'ai plus qu'à élever x puissance 17 à la puissance d. Donc c'est x puissance e puissance d. Ça fait x puissance... Ça, on a dit que c'était égal à 1 modulo p-1 q-1. Donc ça c'est pareil que faire x puissance 1 plus 10 fois 22 428. Ça, on a dit que ça valait 1. Il ne nous reste plus que x. Donc j'ai déterminé l'exposant ici, auquel je vais mettre 18 763. Je vais l'élever à la puissance 13 193. Et je vais retomber sur l'antécédent, donc sur le nombre x, tel que 17 564 puissance 17, c'est bien égal à 18 763 modulo 22 733. Donc voilà la méthode. J'ai juste eu à calculer les coefficients de Bézout, donc les valeurs a et b telles que AU plus BV est égal à 1. Et ensuite, j'ai juste eu à élever 18 733 à la puissance d pour obtenir l'antécédent, donc le x qui allait bien. Et ça, j'ai pu le faire parce que je connaissais p et q. Du coup, j'ai pu calculer l'inverse de 17 modulo p-1 q-1. Si on ne connaît pas p et q, eh bien, on ne peut pas faire ça. La méthode la plus efficace connue à ce jour est de chercher le d, tel que ed égale 1 modulo p-1 q-1, donc c'est ce qu'on a fait nous. Cela revient à trouver les facteurs premiers de n, donc trouver les nombres p et q. La fonction puissance est à sens unique, attrape, s'il est difficile de factoriser n. Celui qui serait capable de retrouver à partir de n p et q, mais il pourrait très facilement calculer p-1 q-1, il pourrait très facilement calculer l'inverse de 17 modulo p-1 q-1, et du coup il pourrait déchiffrer. Donc il ne faut pas que la personne soit capable, à partir de la valeur publique n, de retrouver les valeurs qui sont privées p et q. Je vais vous donner un petit exemple de défi de factorisation en 2019, donc c'est très récent, donc dans votre police c'est peut-être pas à jour, mais je l'ai mis à jour pour cette présentation. Si je prends ce nombre-là qui a 240 chiffres,
Et 795 bits, il est le produit de deux nombres premiers. Ça, on vous le donne. Mais lesquels? Eh bien, ça, c'est pas facile à déterminer. Donc, on a un nombre qui fait 240 chiffres. Donc là, il y en a 240, si vous les comptez. Eh bien, ce nombre-là, il est égal au produit de ces deux nombres-là. Et là, c'est le record actuel de factorisation d'un produit de deux nombres premiers. C'est-à-dire que les attaquants, ils ne connaissaient pas P et Q, donc ces deux nombres-là, et ils ont réussi à déterminer quel était P et Q, tel que le produit est égal à ça. Donc là, ils ont utilisé des PC pendant plusieurs mois, ils ont fait des gros calculs parallèles, ils ont utilisé plein d'algorithmes compliqués qu'on ne verra pas dans ce cours, mais ils ont réussi à factoriser ça. Donc la société RSA, qui développe le cryptosystème que je vais vous présenter maintenant, elle publie des challenges de factorisation. Alors que vous allez sur leur site et vous verrez qu'il y a des nombres, des très grands nombres comme ça. Et si vous arrivez à déterminer un des deux facteurs, parce que si vous en déterminez un, vous déterminez de suite l'autre, vous n'avez plus qu'à faire le quotient des deux, eh bien vous allez pouvoir gagner des millions de dollars. En tout cas, c'est un challenge, c'est un problème qui est difficile. À partir de nombres de 240 chiffres, c'est déjà très long en termes de quantité de calcul. Donc si on imagine des nombres qui ne font pas 795 bits, mais plutôt 1024 bits dans la représentation binaire, eh bien là, on n'a aucun moyen actuellement de pouvoir factoriser ça. Donc c'est ça qui va servir de ciment, de brique, de base pour la solidité du cryptosystème RSA que je vais vous présenter maintenant. Alors comment on va faire? Bob va choisir deux nombres premiers P et Q. Il va choisir aussi un entier E, premier avec P-1, Q-1. Voilà, c'est toujours la même chose. On prend P et Q, on calcule le produit N égale PQ, et on garde secret E, premier avec P-1, Q-1, et une fois qu'on a ce E, ben on est capable de calculer D tel que ED égale 1 modulo P-1, Q-1. Ça, il va utiliser l'algorithme de Bézout, et il va pouvoir se le déterminer. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'exemple précédent. Donc il va pouvoir donner des valeurs publiques, N et E. Donc là, tout le monde est au courant de N et E. Donc les attaquants, ils ont N, ils peuvent essayer de retrouver P et Q. Ils ont E, ils peuvent chercher D, tel que ED égale 1 modulo P-1, Q-1, mais ils ne connaissent pas P et Q, donc ils ne connaissent pas P-1, Q-1. Donc là, voilà, c'est ce qui va rester public, que tout le monde va avoir accès. Et le secret privé, la donnée secrète que Bob garde pour lui, c'est D, qui va lui permettre de déchiffrer les messages. Bob, il va publier sa clé publique. Voilà, tout le monde a accès à E et N, et il va garder secret la valeur D. Alice qui veut lui envoyer un message, eh ben, c'est pas très compliqué, elle va juste faire de l'exponentiation modulaire, elle va faire un square and multiply, elle récupère E et N de Bob, elle va prendre son message M qu'elle veut lui envoyer, elle va l'élever à la puissance E modulo N. Donc là, on se rappelle comment on fait, on écrit E en base 2, on prend le bit de poids fort, square and multiply, si c'est 0, on élève au carré, et si c'est 1, on élève au carré et on multiplie. Donc là, le square and multiply, on l'a déjà vu ensemble plusieurs fois. Elle calcule ce nombre C, d'accord, donc c'est ce qu'on appellera le chiffré, et elle l'envoie à Bob. Bob, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'à partir de C, il veut retrouver M. Mais comment il va faire? Il va calculer C puissance D, modulo N. Il connaît D, c'est le seul à la connaître, D. Donc s'il calcule C puissance D modulo N, il aura M puissance ED modulo N. Et comme ED égale 1 modulo P-1 Q-1, et bien là, on aura directement la valeur de M. Il retrouve ainsi la valeur M de départ. L'attaquant, il veut retrouver M à partir de C. Autrement dit, il veut calculer la racine EIM de C modulo N. Et ça, c'est aussi difficile que de factoriser N. C'est un N. D'accord? L'attaquant, lui, il n'a pas d'autre moyen pour casser ce schéma que de factoriser N. Faites-moi confiance. On va terminer avec cette dernière page. On va rappeler un peu les principes du chiffrement et du déchiffrement. Le principe du déchiffrement, alors pourquoi ça marche? Et ça repose sur le petit théorème de Fermat qu'on a vu au début de cette vidéo. Si on a D l'inverse de E modulo phi de n, donc c'est P-1 Q-1, alors directement, grâce au petit théorème de Fermat, on retrouvera que M, qui est égal à C puissance D modulo n, est bien l'antécédent de C, où C était construit de la manière suivante. On a fait M puissance E modulo n. Cela me prouve bien que le message original M de Bruno ou de Bob, chiffré par la clé publique d'Alice, en le message X, peut être retrouvé par Alice à l'aide de sa clé secrète D. Celui qui connaît D, associé à E, c'est-à-dire qui connaît finalement la factorisation P et Q de ce nombre n là, lui il peut déchiffrer tous les messages qui ont été chiffrés en faisant M puissance E modulo n. Alors quels sont
les avantages et les inconvénients de cette cryptographie à clé publique par rapport au cryptosystème qu'on a vu à clé secrète avant, hein, l'AES, le DES, les choses comme ça. Bien là, on a quelques avantages, mais on a aussi quelques inconvénients. Alors, la taille des clés asymétriques n'a rien à voir avec la taille des clés symétriques. C'est-à-dire qu'on avait 128 bits, 256 bits pour l'AES. Ici, on va être plutôt dans des grandes tailles, 1024, 2048 pour N. Ce qu'on a vu dans cet exemple ici, si on prend 795 bits, par exemple pour la taille de la clé publique N, ben, on ne peut pas garantir la sécurité, puisque les gens ont été capables de retrouver P et Q à partir d'un N de 795 bits. Donc il faut que N soit plus grand. D'accord? Donc pour la clé publique, on aura des N qui seront de l'ordre de 1024, 2048. Alors que pour la clé secrète, on était plutôt dans l'ordre de 128 bits. L'attaque exhaustive parmi tous les nombres de k bits, donc on aura à chaque fois la taille de la clé, elle te donne la complexité de l'attaque exhaustive en essayant toutes les clés. Longueur recommandée 128 bits. Pour le chiffrement asymétrique, donc la factorisation d'un nombre de k bits, c'est beaucoup plus petit que 2 puissance k et c. Eux, ils ont eu besoin de beaucoup moins que 2 puissance 745 et c pour retrouver la clé, sinon ben, ils y seraient encore. Donc on donne ces valeurs-là, 1024 et 2048, qui est bien plus grande, à peu près à 10 fois plus grand que la clé secrète dans un cryptosystème à clé secrète. On va comparer encore quelques trucs. Au niveau de la gestion, quand on était en clé secrète, on devait avoir une clé secrète par destinataire. Donc si on avait un groupe de n destinataires, eh on devait avoir n fois n-1 sur 2 clés secrètes communes. Ça, c'est le nombre 2 parmi n. N personnes dans la classe, chaque personne doit avoir une clé secrète en commun avec une autre. Et que ces clés secrètes doivent être distinctes. Donc ça fait beaucoup de clés. Une grosse gestion des clés, savoir c'est la clé secrète que j'utiliserai avec telle personne, n'est pas la même que celle que j'ai utilisée avec telle autre personne. Donc ça, c'est lourd. En clé publique, eh bien là, on n'a que notre clé privée qui est secrète. Donc on n'a que notre D qu'on va garder pour nous, et le reste, eh bien, ça va servir à tout le monde pour nous envoyer un message. Tous ceux qui veulent chiffrer un message et nous l'envoyer, ils auront à utiliser notre E et notre N. Ils feront M puissance E modulo N, ils nous envoient ça, et nous, on déchiffre en faisant puissance D. Donc là, il y a juste à gérer un annuaire, dans lequel on aura la clé publique de tout le monde. Il faut avoir confiance en cet annuaire, hein, parce que des fois, il y a des attaques où on falsifie l'annuaire, on fait croire que la clé publique de telle personne, c'est celle d'une autre. Donc pour ça, on aura besoin de ce qu'on va appeler l'authentification, qu'on verra dans la suite de ce cours. Mais pour l'instant, on a juste à comprendre qu'on a une seule clé publique pour pouvoir communiquer avec n'importe qui. Chaque personne a sa clé publique. Au niveau de la sécurité, vous vous rappelez de l'AES, on faisait tout pour avoir la confusion et la diffusion, c'est-à-dire qu'on mélangeait, on tournait, on faisait des opérations de substitution, de translation. C'était pas très clair au niveau de la sécurité, on n'avait pas de preuves formelles. On ne pouvait pas dire casser l'AES, ça revient à faire quelque chose de très précis. Ici, on a des problèmes mathématiques précis. C'est-à-dire que celui qui casse RSA, ça veut dire qu'il est capable de factoriser le produit de deux nombres premiers. Donc là, ça c'est un argument un peu fort de sécurité, c'est qu'on peut ramener la sécurité d'un schéma à la solidité d'un problème difficile. Un autre avantage de la cryptographie à clé secrète, c'est que c'est hyper rapide. On a juste à faire des décalages, des permutations, des choses simples. On peut l'implanter en matériel très efficacement, donc on aura des débits qui vont quasiment jusqu'à 100 mégabits par seconde, donc c'est très rapide. Par contre, ici, on doit faire quoi? On doit faire de l'exponentiation modulaire. On doit faire m puissance e modulo n. On a dit que les n devaient être grands, 1024 à 2048 bits, pour que ça soit efficace. Donc on a des grands nombres. Donc ça va vite être lourd en termes de calcul, et ça va être lent. D'accord? Donc ça, c'est un gros inconvénient. On peut chiffrer avec tout le monde, mais par contre, c'est lent quand on doit chiffrer des messages. On peut penser à un système hybride. Puisque le système symétrique, le chiffrement symétrique, il a une gestion qui est lourde, d'avoir toutes les clés, mais le chiffrement est rapide. Le chiffrement asymétrique, on a une gestion qui est facile, mais qui est très lente. Donc on va faire un chiffrement hybride, c'est-à-dire qu'on va s'échanger une clé à l'aide d'un chiffrement à clé publique. Donc on chiffre RSA un message de petite taille, qui servira de clé d'un système de chiffrement symétrique. Puis une fois qu'on a cette clé commune, donc le message qu'on aura chiffré, et bien là, on peut utiliser ensuite quelque chose
de très rapide. Une fois que la clé a été partagée, on utilisera des algorithmes de chiffrement à clé secrète pour pouvoir manipuler des tailles plus importantes. Donc on a juste à s'échanger un message assez court, et une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce message-là, qui sera notre clé, et bien là, on n'a plus qu'à chiffrer de manière rapide notre message aussi long qu'il soit. Voilà, j'arrête là cette vidéo.